Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast baseball universitaire américain donc mais en français. Bien content de vous retrouver encore une fois cette semaine avec beaucoup de choses qui se sont passées très intéressantes et le fait que le temps passe tellement vite que ça fait déjà un mois de compétition que l'on a eu en termes de baseball universitaire. Le baseball en ce moment, on en mange beaucoup, puisqu'il y a également le spring training qui a donc quasiment un mois maintenant. Et on se rapproche bien sûr du début de saison MLB, du début de saison NPB, pour ceux qui suivent aussi le baseball japonais. Donc beaucoup d'excitation qui est en cours et qui arrive. Avant de commencer, comme d'habitude, bien sûr, le petit instant promo, vous retrouvez cet épisode et tous les épisodes du podcast, bien sûr, sur toutes les plateformes d'écoute dédiées, Spotify par exemple, ce n'est pas le seul, mais il y en a d'autres. Vous avez tout le temps un smart link d'ailleurs, puisque je suis inscrit à Ocha, et donc avec le smart link, vous pouvez aller vers votre plateforme de podcast préférée, bien sûr. Vous retrouvez également ce podcast sur YouTube, vous retrouvez le Homera sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X et même TikTok pour les plus à la page d'entre vous. D'ailleurs, il y a une motion là, qui vient de sortir ici là, aux États-Unis concernant TikTok. Donc bref, on va voir ce qui va devenir un peu de tout ça. On va pouvoir y aller sans plus tarder. Allez, c'est parti! On a donc eu une nouvelle semaine de compétition, on arrive au premier mois de compétition qui se termine et on a pu avoir pas mal d'enseignements sur ce premier week-end de conférence pour pas mal d'entre elles. Comme je le disais, la ACC, la Big 12 ou encore la Pac-12 commençaient leur calendrier donc de conférence, c'est-à-dire les matchs entre équipes d'une même conférence. Et donc on a vu de très belles affiches et on a eu pas mal d'enseignements à retenir un peu sur ces affiches. Je vais forcément commencer par l'affiche qui avait le plus d'attention sur le week-end. C'est l'affiche entre Wake Forest, numéro 1 de la nation, en entrant dans le week-end dernier, et Duke, numéro 12 de la nation, et qui était fort impressionnant depuis ce début de saison. Duke se déplaçait donc du côté de Winston-Salem à cet effet pour une série en 3 matchs. Et très clairement, avant d'entrer un peu plus dans le détail et de décortiquer, on a pu voir très clairement en fait que Duke est vraiment plus que bien en place et semblait même sur ce week-end l'équipe la plus impressionnante, la plus haut classée des deux. Tandis que du côté de Wake Forest, alors on a cette impression qu'il y a encore plus de talent, si on regarde du talent, par rapport à la saison dernière, mais peut-être on voit un certain manque, notamment au niveau du bullpen, au niveau de l'expérience en général. Il y a eu pas mal de joueurs qui sont partis, qui n'ont pas forcément été remplacés. On va tout d'abord décortiquer un tout petit peu les matchs, en commençant bien sûr par le premier match, c'était donc vendredi de la semaine dernière, et on se retrouvait dans l'un des matchs les plus attendus, puisque ce match était l'occasion de voir deux des lanceurs les plus convoités quand on parle de MLB Draft. Et il ne faut d'ailleurs pas s'y tromper, parce que ces deux lanceurs gauchers, pré-saison All-American, sont attendus, et tellement attendus qu'ils ont fait ameuter les troupes en termes de scouts. Des scouts de toutes les franchises MLB, bon j'exagère un peu, mais de beaucoup de franchises MLB, sont venus du côté de Winston-Salem pour pouvoir les observer. Et on va pas tourner autour du pot parce que ça a été très compliqué pour ces deux lanceurs, donc ça a été assez paradoxal. Les scouts sont venus voir au final ce qui peut leur manquer, ce qui peut faire peur, un peu les cons plutôt que les pros, si on veut parler un peu en anglais, puisque à E2, en moins de 6 manches à E2, c'est-à-dire qu'il y en a un, je pense, Jonathan Santucci, c'est 2 manches et quelques, il n'a même pas fini la deuxième manche, et donc Josh Hartle, c'est 3 manches et quelques, il n'a pas terminé la troisième manche, si je me rappelle bien. C'est quand même à E2 11 points mérités, 17 coups sûrs concédés, et 5 buts sur balle également concédés. Donc ça a été très 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 compliqué. Jonathan Santucci, comme j'ai dit, tout d'abord, lui c'est 5 points mérités, concédés, et surtout, voilà, encore une fois, très peu de manches lancées. Ça a été très 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 compliqué. On l'a beaucoup attaqué sur sa balle rapide.
Et pourtant, ça n'a pas été le seul pour qui ça a été compliqué encore une fois, puisque Josh Hartle, lui, c'est 3 manches et quelques, mais pareil, 6 points mérités. Je pense que c'est la pire marque pour ce joueur qui a fait montre de très très grosses qualités depuis son arrivée dans le circuit universitaire. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que une de ses balles un peu favorites, c'est une cutter qui n'est jamais vraiment attaquée par les attaques adverses. Les gens se font souvent avoir par cette cutter. Bah, très clairement, le plan de Duke, c'était de le mettre mal à l'aise et donc d'attaquer, quitte à whiff en fait, d'attaquer tout simplement cette cutter. Et c'était une stratégie payante, puisque ça l'a complètement sorti du match quand il a vu les coups sûrs qu'il subissait sur cette cutter. Donc faut dire voilà, bravo en fait à Chris Pollard et à son staff pour avoir mis en place cette stratégie, et donc bravo bien sûr aux joueurs, puisque mettre en place une stratégie c'est bien, mais il faut compter dans un sport comme le baseball sur voilà, la qualité des at-bats de ces joueurs pour mettre en place cette stratégie. D'ailleurs, celui qui est considéré comme l'architecte de cette métamorphose de l'offense un peu de Duke, Eric Tyler. Alors on a vu des tweets sur lui un peu partout, ou des praise on va dire, désolé pour encore une fois l'anglicisme, mais on l'a beaucoup encensé un peu partout dans la sphère baseball universitaire, et à raison je pense, puisque à l'entrée de la saison, Duke très clairement, j'en avais même parlé en preview, on savait que le pitching staff et notamment son bullpen, c'était sa force, très clairement. Ça l'a encore été d'ailleurs sur ce match, on l'a vu ensuite. Mais le point faible qu'on imaginait, c'était son line-up, puisqu'ils avaient perdu des joueurs comme Alex Mooney, qui avait fait une saison de star la saison dernière, MJ Metz, qui était déjà un senior très 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 important dans le système, dans le dispositif de Chris Pollard. Eh bien, c'est vrai qu'ils ont fait des transferts, je pense à Logan Bravo, qui vient, je pense, de l'Ivy League, de mémoire, peut-être d'Harvard ou un truc comme ça, mais d'ailleurs, ce qui montre qu'il faut jamais, comment dire ça, sous-estimer. Vraiment, le français c'est difficile, vous le savez avec moi, c'est toujours difficile de re-switcher de l'anglais au français et vice versa, mais bref. Donc de sous-estimer les joueurs d'Ivy League, puisqu'ils ont souvent des joueurs de manière individuelle qui arrivent à pop et qui sont très importants ensuite lorsqu'ils transfèrent dans des facs plus huppés en termes de collège baseball. Mais donc ils ont eu des transferts bien sentis. Ils ont des joueurs aussi qui font des grosses saisons alors qu'on ne les attendait pas à Paris Fête aussitôt. Je pense à AJ Gracia notamment, qui a été d'ailleurs un des héros de ce premier match. Ben Miller aussi fait partie de ces joueurs un peu de Duke qui font plus que répondre aux attentes et qui les dépassent très clairement. Donc voilà, encore une fois, bravo en fait à ce qui se passe au niveau du coaching staff de Duke pour mettre en place une offense qui est la meilleure en termes d'OPS. En tout cas, à l'entrée du week-end, c'est la meilleure en termes d'OPS de la nation. Donc c'est pour vous dire, c'est assez exceptionnel ce qu'ils sont en train de faire sur ce début de saison. Quand on sait que pour le coup, Wake Forest, leur offense, elle est plutôt attendue. Donc là, encore une fois, ils ont montré qu'ils étaient capables de challenger même les meilleurs lanceurs s'il le fallait. Et d'ailleurs, ça a été une bataille très intéressante puisque dès le départ, Duke, sur le haut de la première manche, va agresser donc Josh Hartle et va récupérer 2 runs. Ils vont mener 2-0, notamment justement grâce aux joueurs que j'ai cités, Ben Miller, Logan Bravo et AJ Gracia. De l'autre côté, on va avoir Marek Houston. Et ensuite, on va avoir surtout Seaver King. Seaver King, retenez bien ce nom, qui va faire un très gros match aussi. Ça va être un peu le duel entre lui et AJ Gracia d'ailleurs. Seaver King va réussir également un très bon début de match. Il va notamment finir avec un home run, il va finir avec plusieurs RBI à son compte. Et il va montrer surtout des at-bats de haut vol et surtout, comment on peut dire ça, une manière de contacter, de frapper la balle avec une forte vélocité assez intrigante et intéressante. Seaver King, j'en avais parlé rapidement parce qu'il vient de 2ème division, donc malgré le fait qu'il vienne de 2ème division, il y a beaucoup de scouts qui en parlent comme un potentiel haut choix, et je sais que dans Derrière Baseball on en avait parlé très très tôt et très très vite, et là il est en train de confirmer, surtout qu'on le balade un peu à différentes positions, que ce soit dans le line-up, mais également et surtout au niveau défensif, il a déjà joué dans l'outfield, il a joué là par exemple ce week-end dans l'infield comme shortstop notamment. Donc voilà, un profil athlétique très très intéressant et qui a réussi à ramener rapidement Wake Forest dans la roue et à égalité avec Duke. On va avoir ce mano à mano avec notamment Wake Forest qui, je pense, c'était en bas de 3ème, mené 5... est-ce que c'était 5-3 ou 5-2 j'ai plus la mémoire
complète, mais je me rappelle que Wake Forest était en tête. Et quand ils ont commencé à mettre la machine en route et qu'ils se sont mis en tête et qu'ils ont mis très rapidement 5 runs, on s'est dit que voilà, ils allaient pouvoir dérouler. Mais Duke n'a pas lâché, est même revenu dans le match, a mené donc 6-5. Et à partir de là, avec le bullpen en fait que Duke a mis en place très rapidement, euh, Wake Forest a été complètement challengé. C'est comme si on a eu deux matchs en fait pour Wake Forest. On a eu le début de match face à Santucci, encore une fois, très limpide, très fort offensivement. Puis on a eu cette seconde partie dès que le bullpen est entré en jeu, où là ça a été très clairement compliqué, puisqu'ils n'ont plus pu scorer un seul run, et ils ont fini par perdre cette manche, enfin ce premier match 8-5, hein, donc derrière des grosses performances, notamment du closer star de Duke, hein, Bailinson, dont on va reparler un peu plus tard. Donc voilà pour ce premier match. Ça a été difficile pour Wake Forest. On a vu déjà des manques. On a vu aussi des tendances qui se confirment comme des joueurs, par exemple comme Will Kurtz. Will Kurtz qui est annoncé très haut potentiellement en termes de draft et qui sur ce premier mois de compétition est vraiment en dedans. Euh, on a un manque aussi peut-être de leadership. C'est vrai que l'année dernière il y avait beaucoup au-delà, comme je disais, au-delà des stars, il y avait beaucoup d'expérience à Wake Forest, beaucoup de seniors qui sont partis. Et ce gap n'a pas été voilà, comblé. Et ça se sent. Et on se retrouvait donc samedi le lendemain avec déjà un Wake Forest dos au mur, hein, pour ne pas perdre la série dès ce deuxième match. Et là en fait ça a été le show Chase Burns. Je le rappelle encore une fois, Chase Burns c'est un peu la star freshman en termes de lanceur il y a 2 saisons à peu près, qui avait épaté tout son monde du côté de Tennessee. Puis ensuite la saison sophomore ça a été très compliqué avant de renaître de ses cendres en sortant du bullpen et en étant même décisif lors du tournoi national. Malgré tout l'expérience et le fait que pour lui, il n'a pas eu la confiance dont il méritait certainement, bah, une chose s'est cassée entre lui oh, mon Dieu. Tony Vitello. J'allais dire Doc Vitello. Je sais pas pourquoi Doc Vitello, mais Tony Vitello. Et donc il a demandé son transfert du côté de Wake Forest. Il est arrivé avec la confirmation de côté de Walter, hein, Todd Walter, le coach de Wake Forest, qu'il allait être starter. Et très clairement, il a été la star, hein, de ce deuxième match, avec une victoire finale de Wake Forest 6-3 et surtout 14 strikeouts, des actions de grande classe. En fait, il a fait une performance assez skinesque, si vous voulez, hein, à la Paul Skins, si vous voulez. Avec en plus, je trouve, encore plus de contrôle dans sa slider que pouvait montrer Paul Skins en début de saison dernière. Donc Burns a complètement éteint voilà, les velléités offensives de Duke, hein, qui a essayé malgré tout de rester dans la roue de Wake Forest le plus longtemps possible et d'attendre que Burns, vraiment chaud, puisse être remplacé par le bullpen pour tenter des choses. Mais c'était trop compliqué. Donc Wake Forest s'est retrouvé avec une manche décisive à jouer le dimanche face à Duke. Et le dimanche, on a eu un troisième match très 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 bizarre. Alors, il était épique à sa façon, mais il était vraiment très étrange parce qu'on a eu tout. Déjà, on avait, je l'avais d'ailleurs tweeté parce que j'ai live tweet ce match. On avait beaucoup de vent en fait sur la côte est américaine à partir de la Virginie, on va dire la partie sud de la côte est, donc la Virginie et donc forcément la Caroline du Nord. Ce vent était fort, allait dans différentes directions, était des fois tourbillonnant, etc., etc. Et ça s'est senti dans le match puisque ça a amené pas mal d'erreurs, notamment sur des pop-up, hein, donc des balles. Des fly-out par exemple, enfin des fly-out potentiels qui sont tournés, enfin qui sont devenus décisives, hein, pour les équipes qui étaient à l'attaque, parce qu'elles ont réussi à tomber, hein, ces balles, vu que le vent mettait les choses, voilà, mettait beaucoup de problèmes, on va dire, dans des choses qui sont plutôt naturelles pour les joueurs défensifs. Ça c'est d'un. De deux, on a eu on va dire des difficultés et un manque de constance du côté des umpires, notamment en termes de strike zone. La zone de strike était très 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 variable, très volatile, très volubile. Des fois elle était très on va dire étendue, des fois elle était très resserrée, ça dépendait vraiment de chaque pitch limite. Et donc on a eu beaucoup de problèmes vis-à-vis de ça. D'ailleurs, je me rappelle qu'il y a eu des actions décisives, hein, qui se sont jouées vis-à-vis de ça. Par exemple, Duke a eu un moment l'opportunité de vraiment fermer le match assez rapidement parce qu'il menait 9-2. Très rapidement, un peu comme le premier match, le starter de Wake Forest, qui cette fois-ci était Michael Massey, a été en difficulté. Il n'a tenu que même pas 3 manches. Ils étaient menés très rapidement, d'abord 3-0 si je me rappelle bien. Ensuite ils reviennent à 3-2.
Ensuite, ils sont menés à un moment 9-2. Et là, en fait, quand ils sont menés 9-2, on se dit que voilà, ça va être très compliqué pour, pour Wake Forest. Mais dans la même manche, si je me rappelle bien, ouais, c'est ça, dans la même manche, Wake Forest va donc passer de 9-2 à 9-7, va revenir à 2 runs seulement d'écart. Et ces 2 runs d'écart, bah, ça aurait pu ne pas être le cas, parce qu'à 9-2, et il y avait déjà, je pense qu'il y avait déjà au moins un out, et il y avait un joueur qui était sur le point d'être out. Bah, en fait, sur une balle clairement strike, enfin, pour le coup, c'était clair, hein, vis-à-vis surtout de la zone de strike de l'umpire, l'umpire va dire ball. Donc là, incompréhension, puisque même le joueur de Wake Forest, pour vous dire la vérité, même le joueur de Wake Forest, c'est presque retourné pour dire ok, je repars dans mon, je repars dans mon dugout. Et voilà, l'arbitre dit ball. Et ça a été un peu comme ça toute la soirée où il y a eu soit des balls quand c'était des strikes, soit des strikes quand c'était des balls, etc., etc. Et ça a beaucoup influencé le match. Ça a posé beaucoup de problèmes. D'ailleurs, voilà, donc Wake Forest va en profiter à ce moment-là et va revenir à 9-7. Il va même revenir à 9-8. Chris Pollard, notamment le coach de Duke, va en avoir marre et va se faire expulser. L'un de ses lanceurs aurait pu se faire expulser. L'un de ses lanceurs de relève d'ailleurs aurait pu se faire expulser. J'ai l'impression que c'est presque en réaction à ça que Chris Pollard va sortir de son dugout, voir l'arbitre, lui gueuler dessus pour que ce soit un peu lui qui prenne, hein, pour que son joueur reste sur le monticule. Et au final, Wake Forest va aussi subir quelques situations, hein, quelques décisions de ce style-là. Hein. Donc vraiment, pour moi, il n'y a pas eu de... C'est plus l'avancée du scénario qui fait qu'à tel moment ça a été favorable à Duke, à tel moment ça a été favorable à Wake Forest, mais au final, il n'y a pas eu une équipe plus avantagée que l'autre. C'est vraiment des faits de jeu qui ont tour à tour pénalisé ou avantagé telle ou telle équipe. Et d'ailleurs, Duke va réussir à mettre un 10e run, donc un run de sécurité. Donc il y aura 18, mais il faut savoir que ce run a été aussi entaché un peu de ce genre d'appel où, pareil, Wake Forest aurait pu terminer à 9-8, le haut de la 9e manche, si certains calls avaient été mieux calibrés. Mais bref, Duke va donc prendre 2 runs d'avance en haut de 9e, mener 10-8, et donc Wake Forest ne va pas réussir à revenir parce qu'ils vont se retrouver encore une fois face au closer, à la star Bailinson, qui va avoir quelques sueurs froides en tout début de sa relève, hein, parce qu'il va walk, je pense, quelqu'un, si je me rappelle bien, et il va aussi subir un coup sûr, mais ensuite il va retirer les 3 autres batteurs. Ni vu ni connu, il va pas avoir le temps, il va retirer les 3 autres batteurs, et donc sensation, hein, du côté de Winston-Salem, puisque Duke va remporter la série 2-1, et très clairement, si on fait le bilan, Duke a vraiment paru comme étant la meilleure équipe, malgré le match très bizarre du dimanche, malgré la grosse domination de Burns, parce que malgré la grosse domination de Burns, c'est vrai que j'ai pas trop parlé du samedi, mais Duke ne paraissait pas si loin, parce que Wake Forest a eu beaucoup de mal à vraiment s'échapper. Pourtant, ils ont une offense qui, voilà, sur le papier, en termes de talent pur, est là, hein, se pose là. Mais par contre, en termes de performance et d'état de forme, on va dire, des joueurs, c'est un peu en deçà de ce qu'on peut imaginer. Donc Duke, pour moi, ressort vraiment gagnant, hein, de ce week-end. Alors que pour Wake Forest, les questions augmentent, puisque c'est vrai que Wake Forest avait commencé de manière quasi parfaite la saison, mais on savait que le calendrier qu'ils avaient mis en place n'était pas non plus l'un des calendriers les plus relevés. Ils avaient notamment beaucoup d'équipes de mid-major et on va dire, de seconde partie de mid-major pour, on va dire, peut-être se mettre en jambe, un peu comme ce qu'on voit pour Florida State. Mais si pour Florida State, ça a clairement permis d'enclencher une sorte de cohésion de groupe et une sorte voilà, on va dire, de mise en place d'un bulldozer, on va reparler un peu plus tard, du côté de Link Jarrett et de ses troupes. Du côté de Todd Walter, pour le coup, c'est pas le cas. On a vu, comme j'ai dit, hein, des joueurs un peu en dents de scie. Par exemple, encore une fois, Nick Kurtz, qui galère un peu, voilà, et des deux côtés de la balle, hein, défensivement, offensivement. Pour l'instant, c'est pas encore ça. S'il n'y a pas Seaver King, qui pour le coup, comme je l'ai dit, hein, vient de D2, et c'est lui un peu qui porte, en tout cas sur cette série, hein, pas en général, mais sur cette série, qui porte clairement Wake Forest offensivement. C'est pas fameux, hein. C'est vraiment pas fameux. Ajouté à cela, pas mal d'erreurs défensives, hein, sur tout le week-end du côté de Wake Forest. Clairement, voilà, il y a 2 dynamiques qui se mettent en place et qui se sont un peu prouvées aussi sur cette midweek. Duke va bien, Duke est très bien, Duke s'est bien lancé. Alors, c'est vrai que là, ils ont perdu en milieu de semaine, mais je veux dire, voilà, il y avait quand même des tests à faire, ils veulent aussi lancer des freshmen, etc. etc. Le milieu de semaine, c'est un peu fait pour ça. Tandis que Wake Forest, bah voilà,
les craintes qu'on pouvait avoir sur ce début de saison quand on voyait la concurrence pas folle sur les match-ups qu'ils avaient en termes de série, en termes de tournoi sur ce début de saison, et pourtant ils ne dominaient pas forcément tout le temps, bah, elles se sont avérées véridiques. Et là, voilà, avec le calendrier ACC, qui est un des calendriers quand même les plus chargés, hein, les plus difficiles, hein, faut pas se le cacher, euh, voilà, on va attendre un rebond de Wake Forest et ça va pas être si simple. D'ailleurs, je pense que on y reviendra un peu plus tard dans le podcast, mais je pense que par exemple Duke aussi a une grosse série qui arrive, mais voilà, le fait d'avoir battu Wake Forest les met quand même sur de bons rails. Une dernière anecdote avant de changer un peu de sujet, il faut savoir que Duke, en battant Wake Forest, vient de se remettre un peu à la page, puisqu'il n'avait plus battu un numéro 1 de Paul, hein, de ranking, depuis 2009. Et il faut savoir qu'en 2009, c'était aussi une autre équipe de Caroline, pardon, et une autre équipe de ACC, puisqu'il s'agit de UNC, de North Carolina. Donc voilà pour la petite anecdote. Voilà, encore une fois, le bilan, c'est Duke qui montre les crocs, qui montre des belles velléités offensives, un beau bullpen, un peu plus de délicatesse en termes de starter, tandis que côté Wake Forest, si ce n'est pour Chase Burns ou Seaver King, ça a été beaucoup plus délicat. Voilà, voilà. J'ai fait une petite pause par moi-même sans prévenir, mais vous allez le sentir par la petite transition musicale lors du montage. Mais du coup, il y avait donc pas mal de séries, encore une fois, très intéressantes. Une autre série que j'ai suivie, c'est UVA, donc Virginia, qui se déplaçait du côté de Miami, du Mark Light Field, qui s'appelle aussi le Alex Rodriguez, si je me rappelle bien. C'est un ballpark particulier, j'ai eu la chance d'aller voir Miami la saison dernière là-bas. Et il y a une atmosphère très particulière, j'adore en fait ce que j'y ai vécu. Et ce qui est marrant, c'est qu'à un an d'intervalle à peu près, on a vécu, enfin ceux qui devaient y être ce week-end ont vécu à peu près la même chose que moi j'ai vécu la saison dernière. À savoir que la saison dernière, Miami en fait rencontrait Virginia Tech quand j'y suis allé, et Virginia Tech jouait un match où ils menaient, ils avaient peut-être 6-7 runs d'avance à peu près. Je me rappelle pas exactement de toute la timeline. Déjà, vous savez que je me rappelle pas de choses il y a une semaine, alors imaginez il y a un an. Mais bref. Miami mène en fait, enfin est mené pardon, de plus de 6 runs facilement. Et va faire une remontada pour finir par walk-off et gagner le match. C'est un match exceptionnel, je pense qu'il gagne 12-9 au final, parce que le walk-off ça doit être un home run, enfin bref, c'était la folie. Et là, en fait, quelque chose de similaire s'est passé. D'ailleurs, on va dire presque deux fois. Les deux premières fois, en fait, Miami revient dans le match. Mais la première fois, je trouve que c'est moins impressionnant que la deuxième. La deuxième, en fait, ils ont 9 points d'écart. Ils sont menés de 9 points, de 9 runs. Et ils vont entreprendre leur remontada, encore une fois. Ils vont finir par l'emporter. Et très clairement, ils vont prouver en fait par cette série qu'il faut compter sur eux malgré le fait qu'ils soient entre guillemets en reconstruction. Parce qu'ils ont quand même perdu des Andy Morales, ils ont perdu Kayfus, CJ Kayfus, ils ont perdu aussi Andrew Walters, leur closer, on va dire releveur / closer. Ils ont perdu beaucoup de monde et notamment des stars de l'équipe. Là, on se disait clairement que voilà, ça va être plus compliqué. Ils ont aussi changé de coach parce que c'est plus Gino Di Mare. Bref, beaucoup de choses se sont passées et UVA, pour le coup, on espérait une progression, notamment de leurs lanceurs qui étaient freshmen la saison dernière, qui sont donc sophomores cette saison et qui ont été un peu mis en couveuse la saison dernière. Et très clairement, un peu les perdants de ce week-end, pour le coup, c'est UVA, notamment leurs lanceurs qui ont montré en fait les limites qu'on pouvait craindre lorsqu'on leur faisait les previews. On espérait que par le talent pur ils pourraient s'en sortir, mais clairement Miami a su profiter des problèmes des lanceurs, que ce soit starter comme bullpen. Vraiment, on peut mettre tous les lanceurs dans le lot pour le coup côté UVA. Ça a été très compliqué, même s'ils ont fini par gagner le dernier match, et malgré ça, Miami était pas loin. Miami aime bien se mettre des handicaps et revenir. Et c'est possible de gagner les matchs comme ça en revenant. Ça n'a pas pu le faire pour le dernier match, mais ils ont quand même gagné la série, alors qu'ils n'étaient clairement pas favoris.
Donc voilà, c'est une autre série que j'ai suivie. Et puis la troisième série que j'ai suivie, c'était Texas contre Texas Tech. Texas qui était voilà, un peu dans le dur, hein. Ils avaient perdu le tournoi 3-0 dont j'avais parlé la semaine dernière, là, notamment face à Vanderbilt et LSU pour ne citer que. Ils avaient perdu aussi en milieu de semaine face à Texas A&M, l'autre équipe invaincue du début de saison avec Florida State. Et donc ils se retrouvent du côté de Lubbock, hein, pour y affronter à l'extérieur Texas Tech. Et Texas s'est plutôt bien repris parce qu'ils ont remporté la série 2-1, avec notamment un premier match où ils ont fait un peu comme ce qu'ils avaient fait face à Vanderbilt, c'est-à-dire commencer très fort. Mais là, cette fois-ci, ils ont réussi à continuer très fort. Et ils n'ont pas juste compté sur leur pitcher, parce que leurs pitchers ont toujours quelques lacunes, hein. C'est un peu décevant aussi de ce côté-là, mais ils ont réussi à désarçonner complètement Texas Tech, à continuer à frapper. Ils ont gagné, je pense, 22-8. J'ai arrêté le match, enfin j'ai arrêté de vraiment suivre le match pour me consacrer à Wake Forest quand c'était clairement, foutu pour Texas Tech. Texas Tech a eu on va dire une réaction d'orgueil le lendemain, et malgré tout ça a été difficile. On a senti que Texas pouvait même gagner ce match-là et aurait pu même réussir le sweep. Mais Texas Tech réussit à l'emporter le lendemain, et au final Texas remporte le rubber game, donc le match couperé, hein, le dimanche. Là encore une fois, ça a été quand même... ça n'a pas été si facile que ça, c'est ce que je veux essayer de dire. C'était quand même plus serré que le premier match où vraiment il y a eu une grosse envolée de Texas. Mais je trouve que du coup, voilà. Texas, à chaque fois, il y a des critiques autour de... c'est David Pierce, hein, leur coach, hein, de mémoire. La saison dernière, c'était la même chose, et commencé très timidement. Au final, encore une fois, ils sont pas loin d'aller à Omaha, ils finissent bien la saison, etc. etc. Texas, c'est une des grosses cylindrées, hein, un des plus gros palmarès, un des plus beaux palmarès du college baseball, et ils le prouvent, ils ont une culture, et ça se sent en fait, parce qu'à chaque fois qu'ils sont un peu dans le dur, ils arrivent toujours à nous pondre des performances qui permettent de relativiser leurs difficultés. Donc bravo à Texas face à Texas Tech. Texas Tech va ressortir avec beaucoup plus de questions, puisqu'on trouve justement le pitching staff peut-être en sur-régime comparé à ce qu'on pouvait attendre d'eux, et ça s'est un peu vérifié face à Texas justement, où ils ont été en difficulté. Donc voilà pour les matchs que j'ai pu suivre. On va faire une mini pause de nouveau, puisque je vais rentrer dans le top 25 juste après. Et donc le top 25, il y a eu du changement forcément, hein, vous pouvez l'imaginer, puisque Wake Forest a donc perdu sa série. Wake Forest qui était numéro 1, ils ont perdu à domicile contre Duke qui était numéro 12. Quand on sait que côté SEC, pour la plupart, ça s'est plutôt très bien passé, puisque en général, avant que le calendrier SEC ne commence, la plupart des équipes SEC font toujours une série tranquille le week-end d'avant, pour vraiment se préparer tranquillement avant la guerre. Donc forcément, on retrouve beaucoup d'équipes de SEC avec des bilans parfaits sur la semaine. Et donc Wake Forest a perdu sa première place, perd d'ailleurs beaucoup de places, parce qu'en tête maintenant on retrouve Arkansas. Arkansas SEC, donc avec un calendrier plus abordable, qui a gagné 4-0 sur la semaine. En deuxième position, on retrouve LSU qui a gagné 3 matchs pour une seule défaite sur la semaine, hein. Tout s'est très bien passé. En troisième position, on a un premier gros jump, je trouve, c'est Oregon State. Oregon State qui s'est quand même amusé sur la semaine, hein, avec 4-0. Texas A&M gagne 3 places en étant 4ème. C'est la première des deux équipes invaincues dans la nation, puisqu'ils sont maintenant enfin, ils étaient à ce moment-là en 16 victoires et aucune défaite. Et ils étaient sur la semaine donc en 5-0. Tennessee aussi gagne 3 places, puisqu'ils sont maintenant 5ème avec 16 victoires et une défaite en bilan global. Ils ont terminé la semaine, enfin ils ont fait la semaine tranquille, à 5-0. Duke donc va faire un gros bond, hein. Ils passent de la 12e à la 6e place, puisqu'ils ont remporté donc 3 matchs sur les 4, dont 2 matchs du côté de Wake Forest. Wake Forest du coup, forcément ça va être mitigé, hein. 2 victoires, 2 défaites. Une des 2 victoires d'ailleurs c'est une midweek, donc voilà. Ils passent de la première à la 7e place. Florida aussi descend un peu, puisqu'ils ont ils ont gagné difficilement leur série face, je pense que c'était Sainte-Marie en plus, c'était pas non plus des foudres de guerre, et ils avaient perdu une midweek, donc ils ont terminé un bilan de 2-2 sur la semaine. Vanderbilt, semaine parfaite, il reste 9ème, voilà, rien à signaler. Clemson reste 10ème avec une semaine parfaite. East Carolina, semaine parfaite, reste 11ème. TCU qui a perdu son opener du côté de la Big 12, c'était du côté de Kansas si je me rappelle bien. Et donc grosse surprise, hein, ils perdent à Kansas. Enfin voilà,
Grosse surprise dans le sens où TCU était donc invaincu avant cette semaine. Et aussi, Kansas n'est peut-être pas la plus grosse équipe, même s'ils sont en progression de la Big 12. Mais voilà. TCU a donc perdu 2 matchs sur 3 du côté de Kansas et a donc perdu la série. Ce qui les a fait perdre 5 places dans le top 25. Ils sont même maintenant 12e. NC State, Alabama, North Carolina, Coastal Carolina, ça gagne des places. La plupart avec des bilans parfaits. Je pense que d'ailleurs toutes ces équipes que je viens de mentionner ont eu des bilans parfaits. Et mention spéciale à NC State, puisque NC State jouait en calendrier de conférence, si je dis pas de bêtises. Oui, je suis quasiment sûr. Oui, ils jouaient contre Boston College. Et ça n'a pas été si simple. Ils ont gagné, certes, ils ont sweepé Boston College, mais ça a été des matchs très serrés. Donc bravo à Boston College pour la résilience. On sait qu'ils ont changé de coach et ils ont aussi des joueurs qui ont quitté le college baseball. Donc bravo à eux. UNC aussi qui a eu une semaine parfaite et qui est donc 15e maintenant. Belle mention à eux qui aussi ont eu maille à partir avec Pitt, parce qu'ils accueillaient Pitt pour leur première série ACC. Ils ont sweepé, mais pareil, Pitt qui était sur un très bon début de saison n'a pas eu à rougir, parce qu'ils ont vraiment amené UNC sur certains matchs dans leur dernier retranchement. Coastal Carolina, comme je dis, 16e, semaine parfaite. UVA, pour le coup, ils perdent 4 places puisqu'ils ont perdu 2-1 du côté de Miami. Auburn gagne une place en ayant une semaine plutôt tranquille, 3 victoires, 1 défaite. Dallas Baptiste aussi une place en plus, 3 victoires, 1 défaite. South Carolina 5-0 sur la semaine, ça gagne aussi une place. Campbell gagne aussi une place. UC Irvine gagne aussi une place. Texas, grand gagnant un peu de ce week-end. Il gagne pas beaucoup de place, mais grand gagnant dans le sens où s'il perdait cette série-là, je suis quasiment sûr qu'il n'allait pas être dans le top 25 cette semaine. Il passe donc 23e au lieu de 24e. Et donc l'autre grosse baisse, c'est donc Texas Tech qui a perdu face à Texas et qui passe de la 17e à la 24e place. Et on a pour finir UC Santa Barbara qui avait une semaine à négocier pour ne pas quitter ces classements et qui l'a très bien négocié parce qu'ils ont terminé 4 victoires pour aucune défaite. Voilà pour le top 25, c'est le top 25 qui bien sûr qui est proposé par Day1 Baseball, qui est donc affrété, mentionné comme étant le top 25 référent en termes de NCAA Baseball, c'est celui sur lequel il se place du côté de la NCAA. Voilà pour ce top 25. J'ai envie, sans transition musicale pour le coup, de parler, puisque ça fait quand même un mois, de 2-3 joueurs. Un joueur qui pour le coup impressionne vraiment. Je pense qu'on va axer un peu voilà, on va faire un comparo, tiens. On va faire un petit comparo entre 2 joueurs qui sont quand même des prospects pour la prochaine draft. Un qui impressionne vraiment et un autre qui est dans le dur. Je vais commencer par celui qui impressionne vraiment pour le coup. Ce joueur, j'en ai parlé assez souvent, c'est bien sûr Charlie Condon, le slugger puissant de Georgia. Si Georgia fait un très bon début de saison, il n'y est pas étranger puisqu'il a des chiffres sur ce premier mois de compétition qui sont complètement hallucinants, qui n'ont aucun sens. Alors, je vais d'abord parler de ces chiffres, on va parler de lui, et je vais faire une petite aparté mais très rapide. Donc pour ces chiffres, déjà on va parler juste de ce qu'il a fait ce week-end. Ce week-end, Charlie Condon, c'était 9 coups sûrs sur 13 at-bats, 2 doubles, 3 home runs, 8 points produits, seulement 2 strikeouts concédés, 2 buts sur balle provoqués. Donc c'était très 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 fort, j'ai envie de dire. Mais pour lui, c'est limite on va dire un week-end assez moyen sur ce début de saison, puisque sur ce début de saison, le mec, je vais vous donner ses chiffres. Il est en moyenne à la batte à .569, OBP .670, slugging percentage 1.292. Son OPS donc est à 1.963. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il a déjà scoré 31 points. Il a 37 coups sûrs sur 65 at-bats. Il a 8 doubles. Il a 13 home runs, 26 points produits. Il a été déjà ciblé 6 fois par les pitchers parce qu'il a subi 6 hits by pitch. Il a réussi à provoquer plus de buts sur balle que de strikeouts. C'était un peu sa petite faiblesse la saison dernière. Là, en 2024, c'est 18 buts sur balle provoqués pour 10 strikeouts. Donc c'est très intéressant. Il est toujours pas fort en vol sur base. C'est pas son fort. Il a tenté une fois, il s'est fait attraper. Donc aucune base volée. Si on veut vraiment trouver un truc négatif pour lui. Donc voilà, ce sont des chiffres qui sortent de
de jeux vidéo en fait. Clairement, quand vous jouez Road to the Show sur MLB The Show, c'est des chiffres que vous pouvez atteindre. Mais c'est en jouant aux jeux vidéo encore une fois. Donc je sais, voilà, c'est à relativiser, c'est un début de saison, on reste en college baseball et non pas dans le baseball professionnel. Et aussi, voilà, l'aparté c'est quoi? C'est un peu ces voix qui s'élèvent ces derniers temps sur ces rumeurs selon quoi, voilà, les balles... Enfin, on explique en fait que les balles sont juiced. Hein. Juiced, ça veut dire en gros, en fait, un peu... un peu travaillé pour que ça facilite l'offense vis-à-vis de la défense. En témoigne en fait des chiffres qui ont été sortis un peu de temps à autre par des spécialistes qui expliquent qu'on voit de plus en plus de batteurs universitaires réussir à expédier des balles, des home runs, plus loin que des joueurs MLB professionnels, plus âgés, plus préparés, etc., etc. Donc voilà, je voulais le mentionner rapidement. Peut-être qu'on en fera un vrai dossier plus tard, mais je voulais, voilà, c'était un peu peut-être pour mettre en perspective ces discussions, ces rumeurs qui arrivent de plus en plus dans nos oreilles et qui pourraient permettre, enfin, qui pourraient amener à terme à relativiser un peu les performances exceptionnelles qu'on voit de certains jeunes. Ça ne date pas de maintenant, hein, mais c'est vrai que les voix s'élèvent de plus en plus. Hein. Ça date quand même de 2-3 ans, toutes ces discussions qui passent un peu, vous savez, sous la table, comme si de ci, de là. Il y a les gens qui, par exemple, aiment les périodes le passé où c'était un peu plus dead ball plutôt que voilà ball juice on va dire et qui voilà montent au créneau pour ça. Et puis après maintenant il y a des spécialistes qui commencent vraiment à se poser des questions quand on voit les performances de certains jeunes. Donc voilà, c'est encore une fois à mettre en perspective. Ce ne sont que des rumeurs, mais c'est voilà pour vous dire en fait que il y a quand même des voix qui s'élèvent vis-à-vis des performances. Donc voilà pour celui qui vraiment est en train de gonfler son draft stock vis-à-vis de la MLB Draft qui arrive en juillet. Et l'autre joueur dont j'ai envie de parler, c'est celui pour le coup qui est on va dire en difficulté. J'en ai parlé au début de podcast hein, lors de match-up entre Wake Forest et Duke. C'est bien sûr Nick Kurtz. Un seul être vous manque et je ne sais plus la suite de l'expression. Ça m'apprendra à tenter des expressions en direct. Mais bon, pour lui, c'est pas un seul être qui le manque, mais on a l'impression que tous ces seniors, tous ces, on va dire, grands frères, entre guillemets, qui sont donc partis, lui manquent, très clairement. Jusqu'à maintenant, et encore une fois, c'est que le début de la saison, il peut encore se relancer, attention. Hein, mais jusqu'à maintenant, il est sur des career low, par exemple, quand on regarde sa moyenne à la batte. Donc, sa moyenne à la base jusqu'à présent, c'est .245. À titre de comparaison, par exemple, sa saison freshman il y a 2 ans, c'était .338. La saison dernière, c'était .353. Donc voilà, c'est un joueur qui était toujours amené à avoir entre 34 et 35-36% de moyenne à la batte. Son OBP, ça va encore, puisqu'il arrive quand même à provoquer beaucoup de buts sur balle, ce qui peut aussi expliquer son manque de rythme. Hein. Voilà, on va aussi quand même essayer de mettre les choses en perspective. Son OPS donc est toujours assez bon, hein. C'est un OPS de .927, ce qui est pas mal. En termes de stats de Toto, hein, il est à 2 doubles, 3 home runs, 10 points produits, 1 hit by pitch, donc 23 buts sur balle pour 12 strikeouts concédés. Et une base volée. Alors lui aussi c'est pas un foudre de guerre en termes de base volée, en termes d'explosivité en général. Mais voilà, on est sur un début de saison très décevant compte tenu du joueur qu'on attend qu'il soit hein, au niveau du college baseball. Très clairement, il y avait des observateurs qui imaginaient que ça allait être un peu ce joueur qui allait être un peu en tant que leader offensif, hein, si on exclut un peu le freak Jack Caglione. Mais on pensait plus par exemple à un Nick Kurtz qu'à un Charlie Condon sur le début de saison, même si on savait que Charlie Condon était un très très bon slugger, attention. Hein. Mais voilà, donc voilà, je voulais mettre un peu en perspective ces deux débuts de saison après un mois de compétition entre donc Nick Kurtz et Charlie Condon. Voilà, ça nous rappelle, ça nous permet aussi de prendre du recul. Hein. Le baseball c'est un sport très difficile, c'est un sport d'échec. Hein. Je vous ai donné des chiffres. En général, louper presque 7 balles sur 10, ça veut dire qu'on fait une très bonne saison. C'est-à-dire réussir 3 coups sûrs sur 10 quoi. Donc il faut toujours remettre ça un peu en perspective, mais voilà, c'était quand même pour rappeler qu'à date, on a des difficultés chez l'un, on a au contraire l'autre qui est sur voilà, qui marche sur tout le monde, hein, qui est vraiment tout en haut. Et on va continuer à suivre un peu l'évolution de ces joueurs-là, mais pas que, parce qu'il y a beaucoup de prospects universitaires, bien sûr, qui sont amenés à être appelés, bien sûr, à la draft qui arrive en juillet. Donc on aura le temps d'en reparler. Voilou.
J'ai envie de faire un dernier volet qui va être un peu plus parler de schedule, notamment concernant la SEC qui commence son calendrier de conférence ce week-end. On va faire une petite transition musicale. Alors, comme je l'ai dit, la SEC, la meilleure conférence du pays à date, pour l'instant, va entrer en scène avec ses premiers matchs, son premier week-end de calendrier de conférence, donc ses premiers matchs entre équipes SEC. Et forcément, comme c'est la meilleure conférence de la nation, on a forcément beaucoup de choses que l'on va essayer de voir, qu'on va essayer de regarder, qu'on va attendre avec impatience. Je vais commencer un peu dans l'ordre de ce qui peut être très intéressant à regarder en termes de match-up, tout d'abord. En termes de match-up, pour moi, la série la plus intéressante, la plus intrigante, c'est Florida contre Texas A&M. Il faut le savoir, Texas A&M, comme je l'ai dit, c'est une des deux équipes qui est donc invaincue au niveau national. L'autre équipe, c'est donc Florida State. Vous allez voir que je vais parler rapidement de Florida State, puisque Florida State est un peu lié à ces deux équipes, donc Florida et Texas A&M. Pourquoi ? Puisque Florida State, comme je l'ai dit, est invaincu, comme Texas A&M, ça c'est un. Et surtout, Florida State vient de jouer son match de rivalité en midweek face à Florida. Ils sont donc déplacés du côté de Gainesville, et ils ont fait un peu la leçon en termes de baseball à Florida. Ils ont donc remporté le match 12-8, donc vous allez me dire oui, il n'y a que 4 runs de différence. Mais très clairement, ils ont été en tête tout le long du match. Et leurs derniers releveurs ont eu un peu plus de mal à garder le score, on va dire, entre guillemets, inviolé. Mais je me rappelle bien, il y avait un moment, il y avait déjà 7-0, 6 ou 7-0 pour Florida State. Et on a tout vu. Il n'y a pas forcément de star à Florida State. Du côté de Nick Jarrett, on a voulu vraiment se concentrer sur reconstruire un cœur, un noyau, un line-up très solide. C'est-à-dire pas de faiblesse, même si on n'a pas de star, du vétéran, qui est via les transferts notamment. Et à côté de ça, on a aussi, via des transferts par exemple, récupéré des pitchers de haut vol comme le fameux Cam Leiter, de la famille Leiter. Si vous jouez au jeu de cette famille, vous connaissez cette famille. Donc voilà. Voilà, c'est le petit mot pour Florida State au passage, parce qu'ils font une très très bonne saison, une très très bonne entame de saison. Florida donc va vouloir essayer de se rassurer, sachant qu'ils vont rencontrer donc Texas A&M qui, comme je l'ai dit, est invaincu et qui est pour l'instant la meilleure équipe en termes d'IARE. Et ça, c'était pas forcément attendu. Si vous vous rappelez ma preview, je m'accordais un peu avec notamment les spécialistes à dire que Texas A&M, très clairement, là où on va les attendre, c'est leur attaque. Leur attaque, c'est clairement leur point fort. Ils ont JC Laviolette qui est pour l'instant le prospect numéro 1 de la draft 2025, l'outfielder. Ils ont Braden Montgomery qui est un des gros prospects de cette draft qui a à venir en 2024, transfuge de Stanford. Ils ont réussi aussi à avoir des joueurs très 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 intéressants comme Gavin Graovac. Je sais que les spécialistes en parlaient beaucoup lors des workouts, notamment d'automne. Il est en train de prouver. Et surtout, là où je suis encore une fois impressionné, c'est au niveau du pitching et notamment leur ace sur ce début de saison. C'est Ryan Prager de mémoire. J'oublie toujours les noms, c'est incroyable, mais c'est Ryan Prager. Alors c'est marrant, il était passé sous les radars, et bon, ça peut faire sens aussi, puisque contrairement à un Hagen Smith, qui est attendu depuis un petit moment, Ryan Prager, c'était un freshman par exemple intéressant, mais on ne savait pas encore quel type de lanceur on allait avoir. C'est un lanceur gaucher, du Romal, et lors de sa saison freshman en 2022, il avait terminé avec un IRA de 5.16, il avait déjà starté quand même 16 matchs sur les 18 apparitions qu'il avait eues cette saison-là. Il avait notamment réussi quand même à tenir la distance, parce que sur ces 16 matchs, 18 matchs en tout, il avait quand même lancé pour quasiment 60 manches. En freshman, en général, dans une conférence comme la SEC, c'est rare de voir de pareilles stats. L'année dernière, il était blessé, donc il n'a pas joué. Et on sait que l'année dernière, le problème de Texas A&M, c'était leur pitching staff. Bon, 2022, c'était déjà le problème, mais 2023, c'était vraiment le problème pour le coup. Ça les a beaucoup pénalisés, puisque à cause de ça, ils n'ont pas pu être compétitifs pour aller loin lors du tournoi national, par exemple. Déjà, ils se sont qualifiés vraiment ric-rac, merci le RPI et compagnie. Et en plus de ça, ils se sont fait éliminer dès les Regionals. Là, cette saison, Ryan Prager, jusqu'à présent, il a donc
eu 4 apparitions, 4 matchs startés, et pour l'instant il a un IRA tout simplement de 0. Il a un IRA, voilà, 0 d'IRA. Il a lancé pour déjà 23 manches, il a subi quand même 9 coups sûrs, mais pas de points, aucun point pour l'instant. Que ce soit point produit, enfin point mérité, pardon, ou point immérité, aucun point. Il a strikeout déjà 40 personnes pour seulement 3 buts sur balle concédés. Les adversaires de Ryan Prager, ils ne frappent qu'à .115 de moyenne de bâton, face à .272 lors de sa saison freshman. Par exemple, ce week-end, Ryan Prager, c'est 7 manches lancées, un seul coup sur concédé, donc pas de points ou quoi que ce soit concédé, même pas de but sur balle concédé, et 13 strikeouts. C'est ce qu'il est en train de faire là en ce moment, c'est assez phénoménal. Il va se retrouver par contre là face à Florida qui a quand même une attaque très intéressante. On peut parler bien sûr de Jack Caglione, on peut parler de Kate Kurland, on peut parler de, je pense c'est Ty Evans, enfin bref, ils ont des joueurs partout. C'est un line-up qui est quand même assez chargé malgré les départs de joueurs stars comme Noel Langford, ça reste quand même très très fort Florida. Et donc je pense que c'est un peu l'affiche à ne pas manquer en SEC, même si en vrai des affiches, on va en avoir, des affiches SEC, je veux dire, on va en avoir quand même assez, des assez intéressantes. Par exemple, une des affiches que j'ai envie de suivre, même si il passe un peu sur le radar, c'est LSU qui se déplace du côté de Mississippi State. Mississippi State, on le sait, ils ont eu 2 saisons assez cauchemardesques après leur titre. Donc 2022-2023, ça s'est très mal passé. Là, ils continuent de se reconstruire. Mais sur le début de saison, je pense qu'ils sont en 12 victoires, 3 défaites ou 4 défaites, donc c'est très intéressant. Maintenant, il va y avoir un premier vrai test puisqu'ils vont rentrer face aux champions sortants LSU qui, sans être impressionnant, arrive à gagner des matchs. C'est-à-dire que LSU l'année dernière, bon voilà, on savait qu'il y avait des stars un peu partout, on savait que ça pouvait popper de partout et au-delà des stars, ils avaient aussi un line-up très expérimenté. Cette saison, on sait que l'offense est beaucoup plus dépendante d'un ou deux joueurs, de type par exemple Tommy White, et on ne savait pas à quoi on allait avoir affaire en termes de pitching staff. Pour l'instant, Luke Holman, lui aussi, fait une saison de fou. C'est devenu l'ace très clairement, le transfuge d'Alabama. Il vient d'arriver à LSU, il a dit non, le boulot de Paul Skeens de l'année dernière, c'est pour moi cette année. Et il est incroyable. Il n'a peut-être pas 0 d'IRA, j'ai pas suivi, enfin j'ai pas vérifié son IRA pour le coup parce que je voulais vraiment me focaliser sur Ryan Prager, parce qu'il est moins connu. Mais Luke Holman aussi c'est du solide, donc vraiment leur match-up déjà ça va être très intéressant à regarder le vendredi. Mais au-delà de ça, LSU a réussi à avoir, je trouve, une certaine densité en termes de pitching staff. Voilà, Thatcher Hurd va toujours être le lanceur partant de la troisième match. Et je pense que le deuxième match, j'ai complètement oublié qui c'était, mais ça reste un autre lanceur solide. Je l'ai plus en tête là maintenant et je peux pas vous mentir. Donc voilà, c'est un match-up que j'ai envie de voir, Mississippi State contre LSU. Je sais de toute façon, comme c'est la SEC, comme je dis, il y a des matchs intéressants partout. Auburn, par exemple, qui va du côté de Vanderbilt. Auburn, c'est très clairement le type d'équipe qu'on peut retrouver au top 25 et on se dit, c'est normal qu'ils soient dans le top 25. Ils y sont maintenant. Mais ce que je veux dire par là, c'est le genre d'équipe dont on parle pas trop, mais c'est solide un peu partout. Ils ont des joueurs comme Ike Irish, par exemple, qui sont aussi très regardés en termes de prospects, que ce soit pour 2024 ou 2025 en termes de draft. Donc voilà, c'est le type d'équipe qu'on ne peut pas sous-estimer. Et face à eux, ils ont un Vanderbilt qui est en train de jouer un peu à l'envers de ce qu'on imaginait, mais ça marche bien. C'est-à-dire, le pitching staff qui devait être dominant, pour l'instant, c'est pas ouf. Ils ont encore des choses à comprendre, on va dire, à mettre en place. Et l'offense qu'on imaginait familique, pour l'instant, pète plutôt la forme. Donc voilà, ça va être très intéressant à regarder, très intriguant sur ces 2 séries-là. Je peux vous donner le reste du calendrier. Donc, ça commence ce vendredi, et ce qui m'embête un peu, pour rester poli, c'est que tous les matchs se jouent quasiment en même temps. Je vais vous donner les horaires français. À minuit 30, ça commence avec Texas A&M face à Florida. À la même heure, on aura Georgia qui se déplace du côté de Lexington, donc face à Kentucky. À 1h du matin, on aura donc Tennessee qui va jouer du côté de Tuscaloosa, donc Alabama. Auburn Vanderbilt à la même heure. LSU Mississippi State à la même heure. Et 30 minutes plus tard, on aura donc Missouri face à Arkansas et South Carolina face à Ole Miss. Voilà pour ce calendrier SEC. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions un peu sur des conférences en particulier ou si vous voulez avoir plus de détails sur les choses, n'hésitez pas à venir me voir. Je vais vous donner, avant vraiment de vous lâcher, quelques autres calendriers de conférences intéressants sur d'autres conférences.
On peut par exemple aller se balader du côté de la ACC, puisqu'il y aura encore des match-ups très intéressants ce week-end. À commencer par dès 16h, le déplacement de Wake Forest à Virginia, donc deux équipes qui ont perdu leur première série de conférences, qui sont déjà un peu en mode ok, faut pas que je perde trop de séries parce que ça va être compliqué après pour revenir. Donc ces deux équipes vont jouer à 22h heure française. Une heure avant, il y aura Boston College du côté de Pittsburgh pour les deux équipes vaillantes de ce premier week-end de conférence passée, mais qui ont perdu, qui se sont fait sweeper. Clemson qui va commencer son calendrier de conférence en se déplaçant du côté de Duke, et c'est à 22h heure française. À minuit, on aura donc NC State qui se déplace à Atlanta, hein, face à Georgia Tech. Georgia Tech, je vous en avais parlé rapidement parce qu'il y a alors Drew Burris qui est en train de faire aussi un début de saison fantastique, hein, qui n'est que freshman. À minuit heure française, Louisville qui accueille Virginia Tech et Florida State qui accueille Notre-Dame. Et enfin à 1h du matin, Miami qui accueille North Carolina pour un très bon match-up. Tiens, je vais être gentil, je vais vous donner aussi un peu de Big 12. Et après je vais vous donner un peu de Pac-12 et après on va pouvoir wrap up, comme on dit dans le jargon. En Big 12, alors je vais juste vous donner voilà, les séries qui moi m'intéressent, qui me paraissent les plus intéressantes en tout cas. Oklahoma TCU, ça me paraît très très intéressant. Une autre de conférence, juste de conférence, c'est ça que je cherche, c'est Oklahoma State UCF aussi, ça peut être très intriguant, très intéressant. Et c'est tout, hein, parce qu'après il y a Texas Tech Baylor, mais voilà, c'est pas ouf, Kansas City c'est pas ouf, et après les autres équipes ne jouent pas encore, ne jouent pas un match de conférence pour cette semaine. Et enfin, un peu de Pac-12 pour finir avec ces calendriers. Qu'est-ce que je peux vous donner en Pac-12 d'intéressant? Oh ouais, j'aime bien le Oregon face à Cal. Oregon face à California. Je pense que California a sweepé. Alors est-ce que c'était UCLA? Je pense qu'ils ont sweepé UCLA sur la première semaine de conférence. Je suis pas sûr à 100%, mais je crois que c'est ça, ouais. Donc ça c'est à 2h du mat heure française. Après bon, de toute façon je pense que c'est des matchs qui malheureusement sont difficiles à récupérer. Déjà il faut avoir un VPN, il faut sûrement avoir voilà, une télé américaine pour pouvoir après avoir les inscriptions spécifiques au network un peu spécifique de chaque conférence. Mais je vous donne quand même un par d'idée, puisqu'il y a donc Cal face à Oregon à 2h du matin, et à 4h du matin, la rivalité arizonienne entre Arizona State et Arizona, 4h du matin de côté Tucson. Donc voilà. Je vous ai donné quelques séries. Il y a beaucoup de baseball encore à venir ce week-end. On va encore s'éclater, encore se mettre bien. Moi, je vous dis tout simplement à très bientôt, en sachant que la March Madness au niveau du basket va commencer, donc je vais être certainement un peu plus pris par ça hein, sur les semaines qui arrivent. Mais on aura le temps d'en reparler. Allez, ciao. The 2-2.